responsable de laboratoire à 22 ans dans une start-up de cosmétiques. À 23 ans, elle dépose son premier brevet international dans la coloration capillaire à base de plantes. Aujourd'hui, elle aide les marques de cosmétiques en croissance à naviguer la complexité des règles et régulations de l'océan des cosmétiques et elle les aide à vulgariser l'aspect scientifique de leurs produits afin d'augmenter leurs ventes. J'ai le plaisir d'accueillir Cécile Gouzon. Salut Cécile, comment vas-tu? Hello Gaël, merci de m'accueillir. Ça va très bien et toi? Bonne année? Bien, ah oui, c'est vrai, bonne année, je te remercie. Bah écoute, ça va top. On s'était rencontrés il y a quelques temps de ça à l'événement de Aline, le Bichot. Oui. Et ce que tu m'avais expliqué, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. C'est la première personne que je rencontre, voilà, voilà, enfin, que selon moi, super jeune pour être directrice de laboratoire, avoir créé ton premier brevet. Euh, Comment est-ce que tu en es arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que voilà, voilà, aies cette passion pour cet aspect de la cosmétique, de la science, etc., etc. Oui, bah c'est vrai que des fois le hasard de la vie fait bien les choses. Alors, il y avait quand même des prédispositions où de base, moi j'ai une formation d'ingénieur chimiste. Donc forcément, c'était ma formation, c'était mon métier. Et donc du coup, j'avais une spécialité en formulation. Donc la formulation, c'est la création des produits. Donc ça peut être en cosmétique, ça peut être en pharmacie, ça peut être dans plein de domaines. Le fait d'assembler les ingrédients entre eux pour créer un produit fini prêt à être commercialisé. Et en fait, j'ai été contactée par quelqu'un qui avait un projet de fonder du coup une start-up cosmétique, mais qui était du côté finance, commercial, etc., qui avait besoin de toute la partie technique et qui m'a dit, bon bah voilà, il y a tout à faire. Forcément, on ne sait pas trop où ça va, mais qu'est-ce que vous en pensez? Et moi, j'ai dit, bah si je le fais pas à 22 ans, je le fais jamais, quoi. Donc j'ai foncé, j'ai pris le poste, et donc comme tu dis, bah, je me suis retrouvée responsable de laboratoire très tôt. Et ça a été hyper formateur parce que forcément, toute la partie recherche et développement, pour moi, ça m'était familier, c'était mon cœur de métier. Mais du coup, j'ai dû apprendre toute la partie réglementation, toute la partie qualité, etc. En fait, je gérais vraiment toute la partie technique et réglementaire. Et donc, bah, j'ai vraiment énormément appris sur le terrain. Et ça a été hyper intéressant pour moi. Et je crois que c'était déjà un petit peu, on sentait déjà l'envie d'entreprendre en moi, tu vois. Parce que du coup, à ce moment-là, c'était pas moi l'entrepreneur, mais en fait, j'adorais avoir 10 casquettes à la fois, j'adorais tout créer de A à Z. Donc, je pense que j'avais déjà un petit peu ça en moi, le fait de vouloir entreprendre après, quoi. D'accord, donc quoi, donc c'était vraiment une première plateforme, je dirais un premier tremplin qui t'a amené bah, à faire ce que tu fais aujourd'hui. On va en parler dans un instant. Et d'ailleurs, voilà, ce que tu fais aujourd'hui, entre ce que tu fais aujourd'hui et ce que tu faisais il y a quelques années, moi j'étais surpris de te rencontrer dans une foule. Il y a principalement des personnes voilà, qui vont vendre des formations en ligne, etc., etc. De rencontrer quelqu'un voilà, qui vienne comment dirais-je, du monde habituel des entreprises dans le dur qui créent quelque chose. Tu vois, le monde des cosmétiques, moi je suis pas dedans, je me dis, mais waouh, c'est un truc de dingue. Tu vois. C'est comme quand je raconte, enfin, tu le sais peut-être pas, mais moi j'ai un parcours d'ingénieur informaticien. À l'âge de 25 ans, j'ai lancé mon premier satellite. Et c'est Trop pareil, tu bien. vois. Ouais, grave. Et j'avais le choix soit de partir dans une boîte qui faisait de l'affichage publicitaire dans tout Londres, ou soit de cette entreprise qui était encore une start-up. On était quoi, moins de 100 personnes quand on a lancé le premier satellite. Et j'ai dit, ouais, c'est trop cool de lancer un satellite, tu vois. Bah ouais. Mais ça, c'est des accomplissements de vie qu'on garde et justement qui nous donnent la confiance nécessaire pour la suite, tu vois. Parce que moi, quand j'ai déposé donc, le premier brevet, Ouais, euh, effectivement, je m'y attendais pas dans le sens où, tu sais, c'est la citation qui dit ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. clairement. C'est-à-dire que c'est plus aujourd'hui que je me rends compte, waouh, c'est impressionnant et que bah, c'était vraiment difficile et que du coup, bah, quand tu déposes un brevet, c'est que tu as réussi à faire quelque chose que personne n'a jamais encore réussi. Ouais. Tu vois, là, on était sur des compétiteurs comme L'Oréal, tu vois, donc enfin, tu te dis, ça paraît impossible, quoi. Mais justement, comme au départ, on m'a dit, bah, il faut faire ça, j'ai dit, OK. Et en fait, je l'ai fait. Enfin, tu vois, c'est ça qui est assez marrant et c'est plus aujourd'hui que je me rends compte en fait de ce que j'ai réalisé qu'à l'époque où bon bah juste c'était ma vie, je trouvais ça un peu normal, tu vois. Donc, normaliser l'extraordinaire. C'est ça. Je sais pas si on peut aller jusque-là, mais Ah bah,
Enfin, personnellement, tu es la première personne que je rencontre dans ma vie à qui je parle pour de vrai, qui a déposé un brevet et qui plus est un brevet dans les cosmétiques, tu vois. Donc, enfin, et les cosmétiques, je sais à quel point c'est un métier qui est extrêmement concurrentiel avec tout le monde va C'est être vrai. tout le monde va être plus jeune et toutes les entreprises, tu vois, L'Oréal, etc., etc., dépensent des budgets monstrueux pour faire ça. Donc, à 22 ans, dans une start-up en plus, vous étiez combien au moment d'avoir déposé le brevet? Ah, mais quand on a déposé le brevet, on était encore deux, je crois, hein. C'était vraiment, il y avait personne, quoi. Parce que justement, on était deux, c'était les deux personnes essentielles, parce que fallait que le produit sorte. C'est-à-dire qu'au début, il n'y avait pas encore, enfin, c'est le principe des startups, il n'y a pas encore le produit qui va vendre, qui va ramener de l'argent, etc. Tu vois. Donc, il y avait des investisseurs qui étaient là, etc. Mais en tant que salarié, en fait, il y avait ma patronne et moi, c'est tout. Et c'est après qu'on a recruté et qu'on s'est un petit peu étendu, qu'on a pris des gens en commerce, en administratif, etc., etc. Mais au départ, oui, on était deux pendant des mois, quoi. Ok, donc en gros, tu es en train de me dire que quand tu as déposé ton brevet, c'était un peu le David contre une Goliath, quoi. Vous étiez deux dans la startup qui était fondée ok, par des investisseurs. Et en face de ça, vous aviez des L'Oréal avec des budgets à coût de, je sais pas, j'imagine plusieurs centaines, voire millions Oui, de- bah oui, oui, c'est ça. Et donc, c'est pour ça que je te dis, ça paraissait. Enfin, maintenant, tu te dis, ça te paraît impossible. Mais en fait, à l'époque, bah, c'est ça. Donc, c'est la personne avec qui je travaillais qui a amené l'idée, enfin, voilà, qui avait un peu son expérience d'avant et qui a dit, bah, voilà, je pense qu'on peut faire ça, mais moi, je suis pas scientifique, je sais pas faire. Et du coup, c'est moi qui ai amené bah, tout ce que je savais. Et puis, forcément, un œil nouveau, beaucoup de motivation et de détermination. Franchement, j'étais vraiment à fond sur le projet. Et donc, du coup, bah, des fois, il y a des choses qui se produisent comme ça. Et donc ouais, on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. Et donc, ouais, on a réussi un très beau pari. Et, euh, et ça m'a beaucoup servi pour la suite, bah, déjà d'un point de vue expérience professionnelle, évidemment. Et même, comme je te disais, aussi d'un point de vue un peu plus personnel sur la confiance que ça peut générer, sur le fait de croire en soi, etc. Ça aide beaucoup. Excellent, excellent, excellent. Et du coup, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que toi, tu réussisses? Parce que j'imagine il y a beaucoup de personnes enfin, qui font des demandes de dépôt de brevets tous les ans. Et qu'est-ce qui fait que bah, ça ait fonctionné pour vous et pas pour tous ceux qui peuvent déposer des brevets similaires, tu vois? Bah, déjà, il y a le fait enfin, c'est pas simplement le fait que le brevet soit accordé ou pas, c'est aussi le fait d'avoir quelque chose à déposer. Il y en a plein qui découvrent jamais rien, qui réinventent pas la roue, enfin, bon, il se passe rien pour eux, tu vois. Mais ça peut être complètement un choix aussi, hein, tu vois, parce que là, justement, c'est ce que je te disais, au final, ça met beaucoup de temps à développer quelque chose où t'es pas encore sûr que ça va réussir. Donc, ça peut être un choix stratégique aussi de se dire, on fait des choses simples et on reste là-dessus, plutôt que de chercher de l'innovation pure. Mhm. Après, ce qui a fait que ça a marché, je pense que, je sais pas, c'est toujours difficile à dire. Je dirais un œil neuf et curieux, tu vois. Je pense que ça, c'est un piège qu'on peut avoir. En fait, c'est très très bien d'avoir de l'expérience, Ouais. mais il faut pas tomber dans non, mais ça, c'est pas possible. Ça, ce sera pas réalisable à cause de ça. Ça va coûter trop d'argent. En fait, si tu te mets déjà toutes les barrières, tu ne sors pas des sentiers battus et donc tu ne découvres pas ce qui n'a pas été découvert. Donc, ça m'a servi justement d'appréhender les choses avec un regard un peu candide, je sais pas comment le dire, tu vois, mais un peu frais. Ça m'a vraiment servi. Et après, comme je disais, bah, j'étais très déterminée, j'avais vraiment envie que ça réussisse. Et après, je suis quelqu'un de très rigoureuse, très sérieuse. Donc, je menais mes expériences de manière vraiment carrée. Et ça joue beaucoup parce que tu peux tenter plein de choses, mais si tu sais pas l'analyser, si tu sais pas en tirer des conclusions, faire des bonnes hypothèses, etc., tu n'aboutiras pas. Donc, il faut une certaine rigueur quand on est en laboratoire. J'apprends rien aux gens, les scientifiques, ils sont quand même assez carrés de manière générale. Mais du coup, il faut vraiment mener les choses de cette manière-là où bah voilà, si tu fais des ajustements, bah, tu changes par exemple qu'un seul paramètre à la fois, ce qui te permet de voir si ce paramètre-là a une influence. Si tu changes pardon, euh, plein de choses d'un coup, d'un essai à l'autre, bah en fait, si ça marche mieux, tu sais pas pourquoi. Si ça marche moins bien, tu sais pas pourquoi. Donc ça demande une certaine rigueur, tout en étant créatif pour justement explorer ce qui est en dehors des sentiers battus. Donc créativité et rigueur à la fois, plus bah forcément des connaissances de l'expérience et en même temps un regard neuf. Donc il faut un mélange de pas mal de choses et c'est là où la petite étincelle peut se faire, quoi. Ouais,
excellent. C'est les composants que tu viens de nous donner là, c'est globalement les composants bah, que je pouvais appliquer quand j'étais dans l'informatique, quand j'étais ingénieur informaticien, Ouais. d'avoir de la créativité pour résoudre des problématiques, avoir de la rigueur. T'imagines bien quand t'envoies un satellite, si t'as pas de rigueur, désolé, on a mal fait. Ça passe Oups, pas. Oups, c'est clair. ça ne passe pas. Et avoir un regard neuf également, c'est ce qui te permet de faire les choses. Tu vois, nous on était, si je dis pas de bêtises, on était 75 dans l'entreprise pour tout gérer. Tu vois, donc, c'était pas que l'envoi du satellite, la création du satellite. Moi, j'étais responsable sur l'aspect des connexions Internet. Et donc, comment apporter un regard neuf pour faire des choses qui n'étaient pas forcément faites auparavant. Et ça s'applique également, cette créativité, rigueur et regard neuf dans le marketing. Dans le marketing, quand tu vas être amené à faire des tests, des modifications, tu vas changer une chose à la fois. Complètement. Mais ça sert justement, comme tu dis, dans d'autres aspects, en Ouais. dehors de nos métiers premiers, donc toi, les satellites, l'informatique, et puis moi, la chimie, les cosmétiques. Ailleurs, ça te sert justement cette rigueur, cette capacité d'analyse. Quand tu deviens entrepreneur, elle est Ouais. hyper importante pour justement mesurer un petit peu les choses, voir les évolutions, qu'est-ce qui a marché, pas marché. C'est hyper intéressant. Et aujourd'hui, du coup, tu as eu cette transition dont tu as bossé pour cette entreprise, tu as fait le brevet. Et ce que j'aime bien aussi, c'est, on en parlait avant cette interview, c'est quelque chose qui apporte une vraie différence par rapport, ouais, tu m'expliquais, voilà, donc de la coloration capillaire à base de plantes. La coloration capillaire, très honnêtement, je ne connais, enfin, moi, j'ai jamais utilisé sur moi. Euh, Par contre, quand tu me dis à base de plantes, ça fait sens. Donc, pour moi, ce qui dit à base de plantes, ça veut dire que si c'est innovant, ça veut dire que de base, il y a plein de produits chimiques dedans. Et tu m'expliquais, il y a des gens qui peuvent avoir des maladies graves aussi avec ça, tu vois. Donc, c'est vraiment intéressant. Vous avez fait quoi exactement? C'est quoi cette unicité du produit que tu as été amené à développer? Oui, alors effectivement, les colorations capillaires, c'est un des produits sur lesquels il y a le plus d'effets indésirables. Ouais. Donc les effets indésirables, c'est les réactions. Donc il peut y avoir des œdèmes de coin, il peut y avoir voilà, des choses, des irritations de manière plus soft, mais c'est un produit sur lequel il y a beaucoup de réactions. Et donc du coup, il y avait une vraie nécessité de développer des produits beaucoup plus sains, que ce soit pour la santé des utilisateurs et aussi pour la santé des coiffeurs. Donc nous, notre particularité déjà, c'était de développer des produits professionnels, donc c'était à destination des coiffeurs, parce qu'il faut savoir que les coiffeurs développent beaucoup d'allergies à cause de l'utilisation des produits chimiques. Et donc il y en a énormément qui se tournent vers les produits d'origine naturelle, parce que en fait, ils sont obligés, soit c'est ça, soit ils changent de métier. Parce qu'ils développent vraiment des réactions allergiques, et même avec l'utilisation de gants, par les voies respiratoires, il développe en fait des réactions cutanées énormes, de démangeaisons, etc. Donc, je sais pas si tu as vu le film, il y a un film avec Virginie Efira où elle est coiffeuse et elle apprend qu'elle a un cancer à cause de tout ce qu'elle utilise comme produit, tu vois. Le début du film, D'accord. c'est ça, et après, du coup, elle décide de changer de vie. Mais, euh, mais c'est pour te dire que voilà, il y a beaucoup de réactions, donc il y avait vraiment une volonté de développer des produits d'origine naturelle. Et la spécificité qu'on avait, c'est que ce qui existait déjà un petit peu en naturel, c'était que des produits sous forme de poudre, donc des poudres de plantes, où en fait les gens, quand ils voulaient faire une teinture, mélangeaient avec de l'eau, donc comme le henné, et appliquaient leur pâte obtenue directement. Et en fait, l'innovation qu'on a amenée, c'était de faire un produit qui soit un vrai produit cosmétique, donc un produit déjà fini, emballé, etc., directement applicable sur la tête des clientes. Donc, ça restait un vrai produit cosmétique, mais du coup, l'intérieur, c'était une composition végétale. Donc, d'un côté, on avait des produits type crème, etc., coloration standard, qui, du coup, étaient remplis de produits chimiques très nocifs. Et de l'autre côté, on avait les poudres de plantes pures. Mais du coup, bon, bah, les gens, ils devaient faire chauffer de l'eau à la bouilloire, l'ajouter, tu vois, faire un peu leur tambouille. Et en plus, ça faisait un peu une pâte verte. C'était pas très glamour. Bon. Donc, du coup, voilà, nous, ce qu'on a réussi à amener, c'était de faire une coloration capillaire végétale prête à l'emploi. Et donc, ça, on a été les premiers à le faire, d'où le dépôt du brevet. Excellent, excellent. Et aujourd'hui, donc, tu as été fort de toute cette expérience-là. Enfin, pour moi, c'est très jeune, tu vois, 22, 23 ans, 22 ans de directrice de laboratoire, 23 ans de dépôt du premier brevet avec succès. Et
Et ce que tu fais aujourd'hui, comment est-ce que tu es arrivé là? Quand tu vas aider justement ces entreprises, donc toute la partie complexité des règles et régulations, ça je le comprends bien parce que j'imagine quand tu es à la tête d'un labo, que tu déposes des brevets, tu dois être au taquet sur ça pour bien tout comprendre. Mais également, quelque chose que j'aime beaucoup dans ce que tu fais, c'est ta manière de venir parler, de venir vulgariser tous les aspects techniques et bien en fait du contenu des produits. Et c'est ce qui permet, quand tu comprends ça, bah, de vendre plus. Tu vois, on en parlait avant off, c'est quand j'étais copywriter, quand je me formais, parler, enfin, dans mes exercices, je devais parler du CoQ10, qui est une crème pour, en gros, être plus belle, tu vois. Peut-être plus beau. Peut-être que les hommes l'utilisent aussi, je ne sais pas. Mais, et l'importance, en fait, tu vois, de comprendre tous les éléments enfin, qui sont dans la crème, dans les produits, fait qu'un produit se vend mieux qu'un autre parce que c'est un peu la recette secrète, l'élément magique qui fait que bah, toi tu l'as pas, bah, je vais prendre celui qui l'a. Donc, comment est-ce que tu es arrivé à ça et qu'est-ce que tu vois comme transformation que bah, tu vas pouvoir apporter justement à tes clients dans ce domaine? Comment ça s'est passé? Comment s'est passé tout ça? Oui, alors beaucoup de questions dans ta question. Le processus de comment j'en suis arrivée là, déjà c'est parce que bah, moi, étant donné qu'on est dans une toute petite entreprise, enfin que là voilà, je te dis la startup au départ on était deux, après ça s'est développé un petit peu, mais bon voilà, on restait pas beaucoup et moi j'avais un rôle assez important dans la structure de par justement mon rôle de responsable de laboratoire et le fait que je maîtrise, enfin c'était moi qui maîtrisais le plus la technicité des produits. Et du coup, je participais, tu vois, les salons commerciaux, j'étais présente, par exemple. Et du Hmm. coup, c'est drôle parce qu'en fait, je vendais bien, tu vois, alors que c'était pas du tout ma formation initiale. Bon, ok. Mais en fait, je vendais bien parce que je savais parler du produit. Je savais l'expliquer vraiment, je savais répondre aux questions pointues des gens. Et aussi parce que je savais être juste dans mes propos entre expliquer l'innovation, expliquer la technicité, la réaction qui se passait, comment les plantes marchent, etc. Tout en même temps, tu vois, justement, j'étais pas dans l'aspect marketing hyper brillant, hyper flambant, parce que voilà, je parlais des faits, j'étais concrète, j'étais factuelle. Et donc, du coup, ça plaisait énormément parce que les gens se rendaient compte de la technicité du produit parce que je savais en parler. Et du coup, il y avait un peu un argument d'autorité. Quand c'est la scientifique qui explique les choses, bon, bah, on l'écoute et on la croit. Et donc, du Hmm. coup, ça, je trouvais que c'était super intéressant. Et puis, bon, bah, j'ai continué ma vie. J'ai été dans une autre entreprise. Cette fois, je développais des produits ménagers. Donc, à nouveau, c'est moi qui m'occupais de toute la partie laboratoire, recherche, développement, réglementation, etc. Et en fait, à nouveau, je me suis rendu compte de l'importance de ça parce que le directeur commercial de ma société, typiquement, quand on avait des rendez-vous clients importants, j'étais toujours là. Parce qu'il fallait quelqu'un qui représente la technique, qui représente la réglementation. Et quand le client nous disait, bah, j'aimerais bien développer ça, ben, tout le monde se tournait vers moi, savoir est-ce que c'est possible ou pas, qu'est-ce que ça va donner, etc. Donc en fait, je me suis rendu compte avec toute cette expérience-là à quel point c'était des compétences qui étaient hyper importantes et hyper bénéfiques d'un point de vue commerce. Donc évidemment, pour Hmm. la partie technique, si tu veux développer un produit, il faut connaître tout ça. Mais du coup, je me suis rendu compte que même pour la partie commerciale, il y avait un vrai intérêt, une vraie légitimité, une vraie crédibilité quand tu sais répondre aux questions et que tu n'es pas obligé de dire je reviens vers vous suite à. Enfin, j'interroge mon laboratoire et je reviens vers vous. Là, Hmm. en fait, tu peux répondre en direct et je me disais, mais ce serait fou que ces gens-là et ces compétences-là, ça les aiderait énormément en rendez-vous clientèle. Justement, pour pouvoir répondre déjà directement, tu gagnes du temps et ça permettrait également de gagner en expertise, en légitimité, de pouvoir bah, avancer des arguments autres que commerciaux, mais cette fois-ci un peu plus techniques, un peu plus réglementaires, etc. Donc, tout ça a fait que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire sur ça. Les formations qui existaient aujourd'hui sur les aspects scientifiques, techniques, réglementaires, elles étaient à destination des personnes comme moi. C'est-à-dire que moi, je faisais et j'en fais toujours, des formations réglementaires, des choses comme ça, pour me tenir au courant, pour être informée sur des sujets un peu plus précis, etc. Mais du coup, c'est à destination d'un public déjà avisé, déjà expert. Et en plus, on va pas se mentir, c'est pas forcément toujours très fun. C'est vrai que la réglementation, c'est quelque chose d'assez carré. Et du coup, on nous le présente de manière très rigoureuse aussi, un peu Hmm. froide. C'est pas des PowerPoint super fun qu'on nous montre, tu vois. Et donc, moi, je me disais un peu, en fait, il y a quelque chose à faire. Je sentais qu'il y avait quelque chose à faire
où il fallait pouvoir rendre accessible tout ça, mais de manière beaucoup plus simple et pour des gens qui, justement, sont novices en la matière. Donc, moi, mon cœur de cible, c'est vraiment les personnes qui ne sont pas expertes. Donc, ça peut être des gens issus du commerce, des gens issus du marketing, des gens issus de la communication, Ouais. mais qui ont vocation et qui ont envie d'apprendre des choses d'un point de vue technique, d'un point de vue réglementaire, pour le transformer, que ce soit pour elles en termes de confiance, tu vois, qu'elles puissent se sentir plus à l'aise dans leur rôle de dirigeant d'entreprise cosmétique, ou ça peut être directement d'un point de vue commercial, comme je l'expliquais, de dire, moi, je veux pouvoir répondre aux questions des clients, moi, je veux pouvoir avec des partenaires, des distributeurs, des choses comme ça, à montrer que je suis pas qu'une petite marque, mais que j'en impose. Et donc Hmm. voilà, tout ça fait que j'ai créé ABCG Formation en me disant, je vais vraiment aider les marques cosmétiques à booster leur expertise, booster leur crédibilité. D'accord, ouais, parce que dès que tu as une personne en blouse blanche qui arrive et qui dit bah, il y a ça et ça dans le produit, déjà le simple fait, tu sais, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais par contre, quand tu vois quelqu'un habillé en moine, tu penses que c'est un moine. C'est pas mal dit comme ça. Pareil, tu vois, quand tu vois quelqu'un habillé en blouse blanche, tu te dis, lui, il y a de fortes chances qu'il soit médecin. Et en fait, on a dans l'inconscient collectif, il y a toujours une association entre la manière dont on est habillé et le rôle que cette personne joue dans la société. Tu vois. Donc, une personne habillée en policier, bah, ok, lui, tu sais que c'est un policier. Quand tu as une personne habillée en blouse blanche, bah, tu sais, en général, tu dis, ok, il va avoir des diplômes, il sait de quoi il parle, etc., etc., etc. Et donc, en fait, c'est un petit peu ce que tu viens de leur apporter à ces gens-là. L'aspect, Oui, cette rigueur-là de, ok, bah, ça- c'est un peu, comment dire, c'est le tampon d'approbation certifié cliniquement, scientifiquement, etc., testé en, je sais pas, tu sais, il y a plein de petites formulations sur tous les produits cosmétiques. C'est un petit peu ce que toi, tu viens leur apporter quand ils sont en rendez-vous commerciaux. oui, bah comme tu dis, c'est l'autorité un peu de la blouse blanche. Mais après, moi, ce que je veux leur dire à ces gens-là, c'est que il n'y a pas de honte à avoir de ne pas avoir cette formation, parce que justement, eux, ils ont une autre formation que moi, j'ai pas. Donc là-dessus, aucun problème et il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Et c'est normal de ne pas savoir plein de choses. Mais par contre, moi, ce que j'encourage vraiment les gens à faire, c'est d'apprendre. C'est-à-dire que c'est normal au début de ne pas savoir comment on développe un produit, par exemple. Mais une fois qu'on est dedans, bah là, il faut se former. Là, il faut maîtriser son sujet. Ouais. Et d'autant plus quand on devient chef d'entreprise, eh bien, on se doit de maîtriser un minimum tous les éléments de notre entreprise. Et donc, le produit en fait partie, la réglementation en fait partie. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens, en fait, à prendre le pouvoir de leur rôle en tant que chef d'entreprise et prendre le pouvoir dans leur société en disant, je vais mieux maîtriser les choses. Alors, ce ne sera pas parfait, il y aura toujours besoin de partenaires, etc. Mais voilà, pour moi, c'est un devoir de chef d'entreprise de maîtriser un petit peu ce qu'on fait. Et c'est eux les capitaines du navire, c'est eux les personnes responsables. Donc Mhm. voilà, je les encourage à ça pour se dire, c'est pas grave si au départ je ne sais pas, c'est normal, mais je vais apprendre un minimum les bases pour renforcer mon rôle et pour me sentir plus à l'aise dans ce que je fais. Et tu as un exemple, tu vois, d'une personne, d'une entreprise, voilà, qui a suivi tes conseils, qui a appliqué ce que tu lui as proposé. Est-ce que tu pourrais partager ça avec nous? Voilà, comment ça s'est passé? Ce que ça lui a permis de faire? Parce que tu vois, l'importance de se former pour vendre plus, pour moi, ça, c'est une mélodie magnifique que j'entends là. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est quoi le avant-après? Qu'est-ce qui est possible quand on suit ce que dit Cécile? Oui, bah, j'ai eu quelqu'un que j'ai accompagné où là, j'ai beaucoup aidé sur la vulgarisation des ingrédients, à expliquer en fait le rôle de chaque ingrédient parce que c'était une marque qui se voulait très transparente et qui avait une origine naturelle. Donc, une fois qu'elle avait ça, en fait, elle savait pas comment le valoriser du mieux possible. Donc, moi, je l'ai aidé à vulgariser les ingrédients. Je l'ai aidé à réaliser sa foire aux questions sur Internet. Hmm. Donc, à nouveau, comme ça, on est précis et là, on s'évite les fautes de la réglementation si on dit des choses qu'on n'a pas le droit de dire, etc. Et après, j'étais venue former l'équipe commerciale. Donc, de mémoire, c'était une douzaine de commerciaux. Où en fait, j'étais venue former les commerciaux à leur expliquer, en fait, toutes les petites choses autour des produits qui sont écrites sur le produit, mais pour pouvoir en parler de la manière la plus juste qui soit.
Par exemple, c'est quoi la différence entre naturel et d'origine naturelle? Ah, Ça ah. veut dire quoi un produit hypoallergénique? Tu vois, toutes ces petites questions-là, en fait, je venais les aider à expliquer, bah voilà, qu'ils comprennent un peu les termes derrière pour que eux, donc toute la force commerciale, puissent en reparler de la manière la plus juste qui soit. Donc déjà, à nouveau, d'un point de vue réglementaire, ne pas dire de bêtises, pas faire d'erreurs. Et aussi, du coup, d'un point de vue purement marketing commercial, maîtriser ce qu'on dit pour pouvoir encore plus l'utiliser, encore plus le marketer, etc. Expliquer les tests qui sont derrière, comment ça a été fait, etc., etc. Donc ça a vraiment été quelque chose d'assez puissant. La formation de l'équipe commerciale, donc j'avais fait une demi-journée, donc après on avait fait plusieurs demi-journées, le temps de former tout le monde, mais sur une demi-journée, focus sur du coup la gamme de produits, expliquer bah voilà, les différences dont je t'ai parlé, même c'est quoi la différence entre naturel et bio, toutes ces petites erreurs-là qu'on peut faire au quotidien. Et donc en fait là, l'équipe commerciale, enfin, elle est vraiment montée en compétence grâce à Ouais. ça. Et du coup, ça a rassuré tout le monde et ça a fédéré aussi, ça c'est hyper important, ça a fédéré toute l'équipe autour de la valeur du produit. Ça les a encore plus Mmh. convaincus parce que là, cette fois, c'est moi qui leur ai expliqué en quoi les produits étaient super intéressants, super innovants, etc. En quoi c'était, pourquoi le naturel peut être mieux, etc. Donc ça les a encore plus convaincus. Et donc du coup, une équipe commerciale qui comprend mieux et qui est plus convaincue, forcément en termes de vente, il y a une différenciation hyper importante. Donc, c'est vraiment c'est un petit investissement de départ, mais qui peut vraiment transformer par la suite. Ah, mais c'est extraordinaire. C'est un effet de levier qui est énorme. Je dis une chose, je dis tout le temps, la première personne, la première vente à faire, c'est la vente à soi-même. Mm, Il faut être c'est convaincu. vrai. Si toi, tu n'es pas convaincu de ce que tu vends, donc si ces équipes commerciales sont pas convaincues de ce qu'ils vendent, comment veux-tu qu'une personne tierce leur fasse confiance et qu'elle soit convaincue à leur place, alors qu'eux ne le sont pas? C'est énorme. Complètement. Ça, c'est une, ça, c'est rien que ce petit truc-là, tu vois, ça, c'est un vrai game changer, tu vois. C'est un game changer qui est énorme. Excellent, excellent, excellent. Et Et oui, et tu te rappelles, on disait en introduction qu'on s'était rencontrés à l'événement The Bee Show. oui, Et il y avait une conférence de Michael Aguilar où il disait cette phrase, Michael Aguilar, pour donner envie, il faut avoir envie. Et ça ouais. résume ce que tu viens de dire aussi, il faut soi-même être absolument convaincu euh, de l'efficacité, de la qualité, de l'intérêt de ce qu'on vend pour bien le vendre. Et donc, quand on ne le comprend pas à 100%, eh ben, il manque des choses. Justement, chaque pourcentage de gagné vous convainc un petit peu plus dans l'intérêt, la légitimité du produit, le fait que ça va changer la vie des gens, etc., etc. Ah bah, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et tu dis quelque chose également, tu dis que ça a permis de fédérer l'équipe autour de la valeur du produit. Et la valeur, c'est quelque chose qui, pour moi, est. Enfin, c'est ce qu'on vend, c'est ce qu'on achète. On vend de la valeur, on achète de la valeur. On n'achète pas un produit, on achète ce que le produit va faire pour nous. Et en fait, toi, et donc quand tu regardes la valeur, il y a deux types de valeurs qui existent. Il y a une chose qui s'appelle la valeur intrinsèque, c'est la valeur voilà, qui est inhérente au produit en tant que tel, que n'importe quelle autre entreprise peut dire, bah voilà, là j'ai une bouteille qui est blanche, etc., etc. Elle fait 500 millilitres. C'est la valeur intrinsèque. Et ça, c'est ce sur quoi tu bosses à fond. L'autre type de valeur, c'est les valeurs perçues qui vont être intangibles, personnelles et uniques. Et toi, tu viens vraiment te focus, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que dans le métier des cosmétiques, ils sont très, très, très forts sur la valeur perçue, sur la valeur intangible, personnelle et unique. Ils disent, vous allez être plus beau, vous allez être plus ceci, plus cela. Par contre, toi, ce que tu viens ajouter, et je trouve ça extraordinaire, c'est toi, tu viens ajouter cette phase de valeur intrinsèque. Comment utiliser ce qui existe déjà dans le produit, mais en le mettant en avant, bah, ça fait toute la différence. Tu vois. Ça me rappelle encore une fois un copywriter qui s'appelle David Ogilvy, qui a créé voilà, une pub pour une marque de cigarettes aux États-Unis. Et en fait, ils ont peut-être passé une semaine ou deux à trouver quelque chose qui va être unique. C'était pour la marque Lucky Strike. Et en fait, en parlant avec les personnes qui créent les cigarettes, ils sont rendus compte que une des phases du processus, c'est qu'ils vont roaster, donc roasted, le tabac. Tu vois. Ils vont faire rôtir le tabac. Et en fait, ça a été le slogan de leur campagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont venus extraire une des composantes
de la cigarette. Bien sûr, je ne recommande pas de fumer, c'est dangereux pour la santé. Petit moment de, comment ça s'appelle? Disclaimer. Petit disclaimer pour tout l'aspect des règles et régulations de la santé. Mais par contre, ils sont venus chercher un élément qui était unique, et même si toutes les autres marques de cigarettes le faisaient, le fait d'en parler les ont rendus uniques. Et toi, ce que je trouve génial dans ce que tu fais, c'est qu'en fait, tu as l'aspect technique très avancé, mais comme tu as bossé en startup, tu as aussi la casquette de commercial et de marketeuse. Oui, Et et alors, bon, du coup, à nouveau, comme toi, startup, tu vois. pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, je trouve ça génial. C'est tellement nécessaire et vital pour une entreprise prospère. C'est top. Vas-y, vas-y, vas-y. À toi de jouer. Je te laisse le micro. Merci. Oui, alors, à nouveau, je tiens à dire, j'approuve pas la cigarette. Donc, l'exemple, c'est pas mal sur l'idée, mais pas du tout sur le fond de la cigarette. Mais par contre, là On où va je te tout rejoins, avoir. ouais, bah, t'aurais dû trouver un autre exemple, Gaël, je suis désolée. Non, oui, par contre, là où je te rejoins, là où je suis d'accord avec toi, c'est sur le fait qu'il y en a beaucoup qui peuvent le faire de certaines étapes de process, etc. Mais combien le savent vraiment pour pouvoir le mettre en valeur? Et Hmm. c'est là où, en plus, quand les gens, justement, moi, mes clients, typiquement, ont des formations commerce, marketing, communication. Hmm. Donc, c'est des gens qui savent très bien mettre en valeur les choses. Mais si tu ne sais pas, tu peux pas le mettre en valeur. Tu vois? Il y a ça aussi. Et du coup, c'est là où justement, c'est hyper intéressant de comprendre comment ça fonctionne, c'est quoi toutes les coulisses de la création d'un produit, les étapes que eux-mêmes ont dû sous-traiter parce que c'est normal, tu vois, de passer par un laboratoire, par un toxicologue, par tout ça. Mais en fait, si tu ne sais pas réellement ce qui a été fait derrière, comment c'est mis en œuvre, etc., comment tu peux le mettre en avant? Et ça, là où tu as raison, c'est qu'aujourd'hui, on bombarde beaucoup avec la partie valeur d'un point de vue transformation, émotion, etc. Mais du coup, tout le monde a pris ce créneau-là. Et finalement, on parle plus assez de la partie valeur produit, comment est fait ton produit, etc. Et en plus, on se dit, je le pense à tort, mais bon, forcément, je vais prêcher pour ma paroisse, on se dit, les gens, ça va pas les intéresser de comprendre, enfin voilà, ils veulent que ça marche, ils s'en foutent de comment. Ben, moi, ça, je suis pas d'accord. Et j'ai remarqué que les marques qui arrivent à mettre en avant ça, qui arrive en fait à justement parler du process, parler de comment est développé un produit, montrer les coulisses, expliquer même réglementairement c'est quoi les tests obligatoires, tu vois. Ça, c'est un truc que aucune personne dans le grand public ne sait, mais ce serait tellement intéressant en fait qu'une marque s'approprie ça, ou certains petits bouts, pas tout, de manière vulgarisée, etc., tu vois. Mais c'est tellement puissant en fait comme argument et c'est tellement peu utilisé que c'est le moment de prendre le créneau en fait de pouvoir valoriser tout le process, soit technique ou réglementaire, pour la mise en œuvre du produit et la valeur même du produit dont tu parlais. Ah ben, je suis ouais, à 100% convaincu de ça. Moi, tu vois, j'ai rien de tel que quand je vais acheter un produit, et je vais te donner un exemple dans un instant, de comprendre que tous les éléments qui sont dedans, d'où est-ce qu'ils viennent, est-ce qu'ils sont bien sourcés, et que si c'est pour de la nourriture, que je mange pas de la merde, que je n'applique pas des produits mauvais, tu vois, sur mon corps. Tu vois, pour te donner une idée, moi, j'utilise du dentifrice sans fluor, parce que le fluor a un impact sur la glande pinéale. Mais également, tu vois, je prends du déodorant, et ça a été une tannée pour en trouver un qui était bien, sans aluminium, tu vois. Hmm. Si tu regardes, tous les déodorants ont de l'aluminium, et c'est prouvé que l'aluminium a un impact sur les récepteurs endocriniens, si je dis pas de bêtises. Et tu as une glande juste ici, là, au niveau du cou, je sais plus comment elle s'appelle, tu sais peut-être mieux que moi. Bref, et c'est tellement compliqué de trouver ça que ça me fait tellement plaisir que je peux trouver une entreprise, une boîte, une marque qui m'explique bah ça vient d'ici, ça vient de là, etc. Et la seule où j'ai vu où c'était très très clairement expliqué sur leur site, c'est Huel, Huel, qui est en fait de la nourriture en poudre, donc c'est un repas équilibré en poudre. C'est pas, ça cherche pas à faire perdre de poids, ça sert juste à avoir une nutrition qui soit complète. Et en fait, ils expliquent d'où vient tout ce qui est dedans. Hmm. Et c'est vachement rassurant. Je me suis dit, bah, ça fait sens, allez-y, let's go, on y va. Et je pense qu'il y a vraiment un créneau à prendre pour se différencier. Et quand tu as ce créneau-là, tu peux même vendre plus cher. Oui, et en plus, alors là, si tu donnes l'exemple de la nourriture, moi j'ai un autre exemple qui est très connu, c'est Decathlon. Et Vas-y, moi, je suis une fan de Decathlon parce que fan de j'aime beaucoup le Decathlon. Parfait, sport. Cocorico. Ouais, voilà, de français, sport, et puis voilà.
Mais quand je me balade chez Decathlon, alors je sais pas si c'est que moi, mais je suis fan de tout ce qu'ils expliquent sur la technicité des produits. Tu Ah, vois, quand ils te disent cette veste imperméable résiste à 2 heures de pluie, ou cette veste-là résiste à 4 heures de pluie, ou cette veste-là a tels alvéoles pour évacuer la chaleur, enfin tu vois, tous ces trucs-là, c'est moi je sais que je suis comme une gosse, c'est comme un magasin de jouets, j'adore comprendre comment sont construits les produits, et en plus ça permet de réellement comparer, justement, il y a un peu l'aspect marketing, etc., euh, de confort, d'expérience que tu vas vivre avec, etc. Mais si on en revient au produit, est-ce qu'il est performant, pas performant, quelles sont les différences d'un produit à l'autre, etc. Bah voilà, moi je sais que Decathlon, je suis super fan, et donc bon, je sais pas si je suis la seule, mais si Decathlon le fait et marche autant, je pense que doit y avoir d'autres gens comme moi qui sont friands de ces choses-là. Et en fait, là, on vient parler du produit, on donne des arguments chiffrés, on explique les tests. Enfin voilà, et ça, je trouve que c'est hyper, hyper intéressant. Et pour autant, comme ça en rayon, ils te présentent ça de manière simple. Donc ça ne veut pas dire que parce que c'est technique ou que ça repose sur des tests scientifiques, etc., que ça va être barbant. C'est là où le travail du marketing, de la communication, il est super fort, c'est de réussir à transposer l'aspect technique en quelque chose de d'agréable, commercial, etc. Donc du coup, c'est ce que je dis, il faut avoir les deux compétences en fait. Donc quand on est du marketing, il faut se former à l'aspect un peu technique, etc. Au moins les bases pour comprendre. Et après ça, on peut super bien le valoriser d'un point de vue commercial. Et on est énormément gagnant en fait à parler de ça parce que justement, comme tu disais, il n'y en a pas assez qui le mettent en valeur. Et après, tu parlais des produits sans, tu donnais l'exemple de sans aluminium. Il y a aussi maintenant ce biais inverse où les gens ne parlent que, il y a beaucoup de marques qui parlent que de ce qu'elles n'ont pas. Tu vois, on te dit sans parabènes, sans aluminium, sans ci, sans ça, et on parle plus de ce qu'il y a avec. Enfin, tu vois, c'est sans oui. tout ça, mais au final, il reste quoi. Donc, bon, ça, c'est hyper intéressant aussi de savoir ce qu'il y a réellement dans ton produit plutôt que de parler de ce qu'il n'y a pas pour pouvoir le mettre en valeur et avoir une communication plus positive. Maintenant, les gens recherchent aussi ça. Ouais. Le climat de peur, on sait que la peur fait vendre, mais les gens commencent à le détecter aussi et essayent de prendre de la distance par rapport à ça en disant qu'ils veulent des marques plus positives et qui sont plus centrées justement sur la valeur qu'elles apportent plutôt que juste de tous les disclaimers de j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ouais. Et je pense, tu vois, que quand tu l'as appris, tu te l'appropries après. Ouais. Ça, c'est clair. Et par rapport à ça, ça me fait penser aussi tu sais, à Tesla. Je sais pas si, mais dans les tests Tesla, ils mettent que leur cuir, c'est du cuir vegan. Ok. Alors, c'est quoi du cuir vegan? Tu vas me demander. C'est simplement, c'est du plastique, tu vois. Oui, parce que, mais ça se dit beaucoup des choses comme ça, comme cuir vegan, où c'est un peu des oxymores, mais en fait, c'est pas, voilà, c'est l'aspect marketing qui a voulu récupérer l'aspect Vraiment, cuir et qui a mis, ah, tiens, vegan, c'est mieux, mais du coup, cuir vegan, on sait pas ce que c'est, quoi. exactement, tu vois. Et, ouais, ouais. Et du coup, selon toi, parce que là, ce que tu apportes, c'est. Là, tu es à l'image complète de ce podcast qui s'appelle le différenciateur inné, parce que ce que tu apportes à tes clients, c'est ce différenciateur qui est inné parce que il est dans. Enfin, tu parles du produit, c'est ce qu'il y a déjà dans le produit. Moi, c'est ce que je fais avec des êtres humains quand ils vont faire des accompagnements, des coachs, des personnes qui vont du consulting, des formateurs, etc. Toi, c'est sur le produit. Et je trouve ça vraiment génial. Enfin, pour moi, là, ce que tu fais, c'est la voie, c'est ce qui amène les entreprises à être différentes, à être uniques. Donc, c'est vraiment, vraiment top. Et du coup, pour toi, c'est quoi pour toi ton différenciateur inné à toi, Cécile? Alors, je dirais que mon différenciateur inné à moi, c'est un peu de casser les codes. Ah. C'est-à-dire qu'il y a des formations qui existent, comme je te disais, Mhm. mais déjà, il y en a très peu qui s'adressent à des gens novices ou à Ouais. des gens qui n'ont pas toute l'expérience nécessaire pour justement parfaitement comprendre. Et ma différence, c'est d'apporter beaucoup de fraîcheur dans ce que j'explique. Donc déjà, j'aime beaucoup vulgariser, mais je le fais aussi avec peps, avec bonne humeur, avec pédagogie et avec Mhm. ambition. En fait, voilà, j'essaye vraiment de dire aux gens, vous allez apprendre ça, mais déjà, il y a une raison derrière, c'est pas simplement pour l'amour de la science et de l'apprentissage. Derrière, il y a une vraie raison, donc l'ambition derrière, c'est de transformer ça, en fait, de faire évoluer sa marque et de la développer, de la booster grâce à tout ça. La pédagogie, bah, ça va être toute la vulgarisation, tout le travail d'accessibilité que j'ai fait pour aider les gens à comprendre ce qui n'est pas inné pour eux. Et Mhm. ensuite, la bonne humeur, bah voilà, c'est que je le fais.
de manière beaucoup plus détendue que certains qui voilà, veulent voir la réglementation de manière rigide, etc. Moi, je trouve que c'est déjà assez complexe comme ça fait déjà assez peur comme ça, c'est déjà assez rigoureux comme ça. Donc, on traite les choses de manière sérieuse, mais sans se prendre au sérieux. Excellent, j'adore. Bah, je pense que les personnes qui ont écouté cette, ce podcast l'ont compris. Tu transpires ce fun tout en étant sérieux. Je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et c'est vrai que dans un domaine qui est extrêmement réglementé, pouvoir casser les codes, apporter beaucoup de fraîcheur, c'est une nouvelle bouffée d'oxygène pour ces personnes-là. Tu vois. Donc ça, c'est vraiment top. Euh, pour toi, c'est quoi tes ambitions? Où est-ce que tu te vois dans 3 mois, 3 ans, 5 ans, 3 mois? Mauvaise échelle de temps. Alors moi, ce que j'aimerais vraiment développer, c'est toute la partie e-learning. Ok. C'est-à-dire, en fait, voilà, je propose des accompagnements individuels, des choses en e-learning. J'aimerais vraiment développer la partie e-learning pour avoir un catalogue complet de formations et qu'ensuite, les gens, en fait, peu importe le moment où ils me découvrent, il y a forcément une formation qui correspond à leur stade de développement, à leur problématique du moment. Donc ça, j'aimerais vraiment le développer. Donc c'est mon objectif 2024, c'est vraiment les formations e-learning. Donc j'aimerais développer ça. Et après, ce que j'aimerais, en fait, moi, c'est devenir un petit peu justement la référence en matière de formation pour le domaine de la cosmétique. Parce que quand je parle avec des porteurs de projets ou des marques déjà installées, elles me disent très souvent qu'elles se sont formées à l'entrepreneuriat, mais pas du tout à la cosmétique. Et je trouve ça fou parce que, en fait, voilà, elles se disent qu'elles vont faire avec les connaissances qu'elles ont et démarrer comme ça. Et en fait, on a tous acquis le fait que être entrepreneur, c'est une étape, même si c'est accessible en France, c'est un petit peu compliqué. Il faut comprendre, il faut se former. Et en fait, on l'a pas fait de manière plus précise sur notre domaine à nous de la cosmétique. Et donc moi, ce que j'aimerais, c'est que ça devienne un peu plus un réflexe chez les gens de se former à tout ce dont on a parlé. Quand tu vends un produit, de mieux maîtriser le produit. Quand tu vends un produit, de connaître la réglementation derrière, etc. Donc en fait, j'aimerais que ça devienne beaucoup plus un réflexe et j'aimerais être la référence sur ce domaine-là de une marque qui veut se créer. Elle passe par ABCG Formation, elle passe par Cécile Bouzon. Voilà, pour accompagner tout ça. Et moi, ce que j'essaye de mettre en place, c'est des formations tout au long de la vie. D'une marque cosmétique dès les débuts pour les porteurs de projets. J'ai une formation Cosméto-Décode qui parle de comment ça marche le développement cosmétique, comment ça se passe, c'est quoi les grandes étapes, combien de temps ça dure, combien ça coûte, etc. Du début de l'idée à la mise sur le marché et même au-delà de la mise sur le marché. Après, veiller à sa communication, veiller à surveiller, on parlait d'effets indésirables tout à l'heure, bah ça, comment on gère ça, quel process on met en interne, etc. Voilà, vraiment pouvoir accompagner les marques du début à la fin sur toutes les étapes. Du coup, parfois des formations un peu plus techniques, parfois des formations un peu plus réglementaires. Mais vraiment, toute cette partie-là, toutes les connaissances que j'ai, pouvoir les transmettre aux gens, leur donner le pouvoir. Et donc, j'aimerais être cette référence-là dans mon domaine, du coup, dans les prochaines années. Trop cool. Donc, vraiment créer un écosystème pour les marques de cosmétiques de A à Z, peu importe où tu te trouves sur ton échelle d'évolution, il y a quelque chose qui soit possible avec ABCG Formation et Cécile Gouzon. Excellent, ça. Ah, c'est top. Oui, J'adore les entrepreneurs ambitieux voilà, qui ont une connaissance. Moi, la mission que je me donne, tu vois, c'est la transmission de la connaissance. Concrètement, j'ai pas tes compétences. Mais ce que j'aime faire, c'est faire en sorte que toi, tu sois en gros mise, que tu aies le feu des projecteurs sur toi et qu'avec mes compétences, bah, toi, tu puisses être mis sur le devant de la scène parce que selon moi, on a tous besoin d'apprendre quelque chose des uns et des autres. Et ça, je trouve ça vraiment. Et moi, tu vois, ma zone de génie, c'est de faire en sorte que les personnes, il y ait plus de personnes qui viennent chez eux, qui s'intéressent à eux. Donc, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner d'ici les mois et les années qui vont venir au sein de ton entreprise. Et je te souhaite énormément de succès par rapport à ça. C'est la nouvelle année, donc on peut se le souhaiter. C'est quel moment on a tout le mois de janvier. trop bien. Bah, merci beaucoup, Gaëlle, pour tes encouragements. Et ce que tu dis en plus, c'est aussi un petit peu à ma manière ce que je ressens aussi de j'ai des connaissances et je veux les transmettre aux gens pour briller. Bah, du coup, tout ce que je viens d'expliquer pour les marques. Donc, en fait, voilà, je veux leur donner tout ça pour qu'après, elles puissent le transformer chacune avec les compétences qu'elles ont pour faire briller leur marque à elles et pour se développer elles. Donc, je te remercie pour cette mise en valeur parce que c'est une mission importante qu'on porte chacun. Et donc, c'est chouette. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec joie. Avec joie. Écoute, on a une
habitude sur ce podcast. Je demande tout le temps aux invités, c'est qui est-ce que toi, tu aimerais voir ou entendre prochainement sur ce podcast? Peut-être quelqu'un que tu connais déjà, avec qui tu peux même mettre en relation pour que moi ensuite je puisse faire une interview avec lui comme ce qu'on a fait là. Mhm. Ben, ça dépend si tu veux quelqu'un du même univers ou pas. Le choix est libre. Là, Ah, je sais pas comme ça, là. J'avoue que j'ai pas réfléchi à cette question. Euh, j'ai pas. Ben, par contre, je réfléchis, je te dis en off. Je tu me te dis donne en un off. nom en off sur Ah, le sujet. Ok. avec joie, avec joie, avec joie. Cécile, c'était un honneur et un plaisir, un privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ben, Ton plaisir partagé. ta bonne humeur, ton fun, c'était vraiment top. Et puis, bah, écoute, je te laisse le mot de la fin. Ben, merci beaucoup, Gaëlle, pour l'invitation. Je suis ravie que nos chemins se soient croisés par hasard et qu'on ait réussi à trouver ensemble du temps pour faire ce podcast tous les deux. Merci pour ce que tu fais et pour tout ce que tu mets en avant dans ton podcast. Je trouve ça super cool et on sent que tu le fais avec bienveillance pour mettre en valeur les gens. Donc ça, c'est super chouette. J'ai passé un super moment avec toi, Gaëlle. Et puis, bah, je te remercie pour tout. Avec plaisir. Bah, écoute, à bientôt. Et chers auditeurs, on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. Prenez soin de vous entre-temps. Bye bye. Bye.